Bonjour à toutes les âmes curieuses et bienvenue dans cet espace de réflexion profonde. Aujourd'hui, nous nous confrontons à l'une des figures les plus intimidantes et fascinantes du XXe siècle. Nous allons décortiquer la pensée d'un homme qui a plongé son regard dans l'abîme de la modernité et a vu comment notre propre raison nous trahissait. Nous parlons de Théodore Adorno. Son œuvre est un cri d'alerte sur la manière dont la culture que nous consommons, la musique que nous écoutons et la logique que nous utilisons pour organiser le monde pourraient nous emprisonner subtilement. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur votre propre liberté. Avant d'entamer l'analyse, un bref commentaire technique. Pour donner vie à cette narration complexe, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous verrez. Pensez-y comme à une toile numérique, une manière d'illustrer les ambiances et les concepts abstraits que nous aborderons. J'espère qu'elles vous aideront à visualiser ces idées. Pour comprendre Adorno, nous devons d'abord nous situer dans le scénario d'une Europe fracturée. Né en 1903 à Francfort, Adorno a grandi dans un environnement de haute culture et de musique. Cependant, sa vie intellectuelle a été marquée par l'ascension d'une obscurité que la raison n'a pu prévoir. En tant que juif et marxiste hétérodoxe dans l'Allemagne des années 30, Adorno a vu comment la société la plus cultivée et la plus avancée technologiquement du moment s'enfonçait dans la barbarie du nazisme. Cette paradoxe est le germe de toute sa pensée et la question centrale à laquelle nous tenterons de répondre aujourd'hui. Aux côtés de son collègue Max Horkheimer, Adorno est devenu une figure centrale de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'école de Francfort. Ce groupe de penseurs ne se contentait pas de décrire la société, il voulait comprendre pourquoi l'humanité, au lieu d'entrer dans un état véritablement humain, s'enfonçait dans un nouveau type d'esclavage. Son exil aux États-Unis pendant la guerre fut un choc culturel absolu. Il est passé de la vieille Europe à la vibrante et commerciale société américaine. Là, Adorno n'a pas vu de liberté totale, mais un autre type de totalitarisme, plus subtil, déguisé en divertissement et en libre marché. C'est dans ce contexte, en 1944, qu'il a écrit avec Horkheimer son œuvre maîtresse, La dialectique de l'Aufklärung. Ce livre est difficile, dense et absolument crucial. La thèse centrale est dévastatrice. Les Lumières, le mouvement qui promettait de nous libérer par la raison, contiennent en elles-mêmes le germe de leur propre destruction. Nous avons l'habitude de penser que l'histoire est un progrès linéaire, que nous passons des mythes anciens et de la superstition à la science et à la lumière de la raison. Adorno nous dit que cela est faux. Il nous dit que les Lumières sont totalitaires. Mais que signifie réellement cette accusation si grave? Pour Adorno, la raison occidentale est devenue ce qu'il appelle la raison instrumentale. Nous n'utilisons plus l'esprit pour chercher la vérité ou le bien suprême, mais simplement pour dominer. Dominer la nature, dominer les objets et finalement, dominer les autres êtres humains. L'objectif de la raison instrumentale est l'efficacité et le contrôle. Tout se convertit en un nombre, en une donnée, en quelque chose de calculable. Lorsque nous réduisons le monde à de pures mathématiques et à l'utilité, nous éliminons le mystère, mais nous éliminons aussi la valeur intrinsèque des choses. Adorno soutient que le mythe était déjà une forme d'Aufklärung, une tentative d'expliquer et de contrôler le monde. Et les Lumières modernes se retombent dans la mythologie parce qu'elles créent de nouvelles idoles. La technologie, le progrès et le profit économique deviennent des dieux intouchables auxquels nous sacrifions tout. Pour illustrer cela, Adorno et Horkheimer analysent l'Odyssée d'Homère. Ils voient en Ulysse le premier homme bourgeois moderne. Rappelons la scène où Ulysse veut entendre le chant des sirènes sans mourir. C'est une métaphore parfaite de la répression nécessaire à la civilisation. Ulysse s'attache au mât. Il veut jouir de l'art et de la beauté, le chant des sirènes, mais il ne peut s'y abandonner. Il doit rester lié pour survivre, continuer à produire, continuer à diriger le navire. C'est le propriétaire qui jouit, mais est immobilisé par son propre pouvoir. D'un autre côté, les rameurs ont les oreilles bouchées avec de la cire. Ils ne peuvent entendre la beauté. Ils ne peuvent que travailler. Ils représentent la classe ouvrière moderne, qui doit ignorer les distractions et se concentrer purement sur la tâche mécanique pour que le navire du progrès avance. Cette allégorie nous montre que la domination sur la nature interne et externe requiert la répression. Le prix du progrès est la mutilation de notre capacité à éprouver un plaisir et un bonheur plein. Nous devenons des outils de nos propres instruments. Mais la critique ne s'arrête pas à la mythologie. Adorno porte cette analyse au cœur du XXe siècle. Si la raison n'est que domination, alors les camps de concentration ne sont pas un accident ou une déviation de la civilisation. Ils sont, horriblement, la culmination logique de la raison instrumentale. Dans les camps, la mort s'est industrialisée. Les principes d'usine, d'efficacité et de calcul ont été appliqués pour l'extermination. Adorno nous oblige à voir qu'une rationalité sans éthique, une rationalité qui ne cherche que la manière la plus efficace de faire les choses, peut mener à l'enfer sur Terre. Cela nous mène à sa célèbre phrase, souvent mal interprétée,
Écrire de la poésie après Auschwitz est un acte de barbarie. Il ne voulait pas dire que nous devions cesser d'écrire des poèmes. Il voulait dire que la culture qui a permis une telle horreur ne peut continuer d'exister comme si rien ne s'était passé. La culture affirmative, celle qui nous dit que le monde est beau et ordonné, devient un mensonge après l'Holocauste. L'art ne peut plus se limiter à consoler. Le véritable art doit faire mal. Il doit être dissonant. Il doit refléter la fracture du monde et ne pas prétendre à une fausse harmonie. Maintenant, changeons de sujet pour aborder l'autre grand pilier de sa pensée, quelque chose qui nous touche de très près aujourd'hui, l'industrie culturelle. Adorno a forgé ce terme pour décrire comment la culture est devenue un commerce comme un autre, indiscernable de la fabrication d'automobiles ou de chaussures. Durant son séjour aux États-Unis, Adorno a observé l'essor du cinéma hollywoodien, de la radio commerciale et de la musique populaire. Ce qu'il a vu n'était pas de l'art démocratique. Il a vu un système massif de manipulation conçu pour maintenir les gens passifs, distraits et obéissants. L'industrie culturelle produit des biens culturels standardisés. Les films, les chansons pop, les romans à succès, tout suit des formules prévisibles. Vous savez comment le film se terminera avant même qu'il ne commence. Vous savez quand le refrain de la chanson arrivera. Cette standardisation a un effet psychologique profond. Elle nous entraîne à ne pas penser. Si le produit culturel était facile à digérer, il ne demande aucun effort mental. Nous devenons des consommateurs passifs qui ne réagissent qu'à des stimuli préfabriqués, perdant notre capacité critique. Adorno soutient que l'industrie culturelle nous offre une fausse individualité. On nous vend des produits soi-disant uniques pour des gens uniques, mais en réalité, ce sont des variations minimes du même moule. Nous choisissons entre la marque A et la marque B, mais le véritable choix a déjà été éliminé. Pensons à l'horoscope, quelque chose qu'Adorno a analysé en détail. La chronique d'astrologie dans le journal offre des conseils vagues qui semblent personnels, mais s'appliquent à n'importe qui. C'est une forme de dépendance autoritaire. Nous cherchons qu'une force externe nous dise qui nous sommes et quoi faire. Le plus insidieux est que l'industrie culturelle promet le bonheur, mais c'est une promesse qui n'est jamais tenue. La publicité nous dit que si nous achetons ceci, nous serons heureux. Nous achetons, le bonheur n'arrive pas. Et la solution qu'on nous offre est d'acheter à nouveau. C'est un cycle de désir perpétuel et insatisfait. Le divertissement, dit Adorno, est la prolongation du travail sous le capitalisme tardif. Nous nous divertissons pour reprendre des forces et retourner travailler le lendemain. Le loisir n'est pas un moment de liberté réelle, mais un temps de recharge pour rester productif dans le système. Adorno était particulièrement critique envers le jazz et la musique populaire de son époque. C'est là que beaucoup trouvent Adorno élitiste. Il détestait la musique qu'il considérait régressive, celle qui nous invite à taper du pied sans penser. Pour lui, c'était une forme de soumission corporelle. Bien que ses critiques du jazz puissent sembler dépassées ou biaisées aujourd'hui, le noyau de son argument reste vivant. Combien de notre musique actuelle est le produit d'algorithmes conçus pour nous accrocher neurologiquement au lieu de nous défier artistiquement? Face à cette culture de masse, Adorno défendait l'art moderne difficile, comme la musique de Schoenberg. Un art qui ne vous laisse pas vous détendre. Un art qui vous oblige à écouter la souffrance, la dissonance et la complexité. Pour Adorno, seul cet art a un potentiel de vérité. L'art authentique, selon lui, est celui qui refuse d'être une marchandise. C'est celui qui dit non au monde tel qu'il est. C'est une résistance silencieuse. Dans un monde où tout se vend, la seule chose qui reste en dehors du système est ce qui est trop difficile à consommer. Cela nous connecte à un autre concept clé, la dialectique négative. Contrairement à Hegel, qui cherchait une synthèse finale où tout se résout, Adorno insiste sur la négation. Il n'y a pas de fin heureuse garantie. Nous devons rester dans la contradiction, dans l'inconfort de la pensée critique. Penser pour Adorno, c'est essentiellement penser contre soi-même et contre le consensus. Au moment où nous nous sentons à l'aise avec une idée, au moment où nous sommes tous d'accord, nous avons probablement cessé de penser et sommes tombés dans l'idéologie. Adorno a également exploré la psychologie du fascisme dans son étude sur la personnalité autoritaire. Il voulait comprendre ce qui rend une personne susceptible de suivre des leaders tyrans. Il a trouvé des traits comme le conformisme rigide, la soumission à l'autorité et l'agressivité envers les différents. Ces traits n'ont pas disparu avec la chute des nazis. Adorno nous avertit que les conditions propices au fascisme restent latentes dans la démocratie moderne. Tant qu'existe l'anxiété économique et le manque de pensée critique, le terrain est fertile pour de nouveaux démagogues. Le célèbre test F, ou échelle du fascisme, fut une tentative de mesurer ces tendances. Des questions conçues pour révéler des préjugés cachés et des désirs de soumission. Ce fut un travail pionnier qui a mêlé la sociologie aux psychanalyses pour diagnostiquer la santé politique d'une société. On accuse souvent Adorno d'être un pessimiste sans remède, un homme amer qui détestait tout ce que les gens normaux appréciaient, et il est vrai que son style est sévère. Il ne nous tapote pas dans le dos,
Mais il y a un espoir paradoxal dans son pessimisme. Son espoir ne réside pas dans l'optimisme aveugle que tout ira bien. Son espoir réside dans la capacité de dire non, dans la capacité de regarder l'horreur en face et de ne pas détourner le regard. Ce n'est qu'en reconnaissant l'ampleur du problème que nous pouvons commencer à imaginer une issue. Adorno écrivait d'une manière très particulière. Il utilisait des aphorismes, des phrases courtes et denses, des structures qui empêchaient une lecture rapide. Il voulait que le lecteur s'arrête, rumine chaque phrase. Le style faisait partie de sa résistance contre la culture de consommation rapide. Dans ses Minima Moralia, une collection de réflexions sur la vie abîmée, Adorno nous montre comment la logique du capital s'infiltre jusque dans nos relations les plus intimes. Comment nous aimons, comment nous offrons des choses, comment nous parlons à nos amis. Tout est contaminé par l'intérêt et l'échange. Par exemple, il analyse la coutume d'offrir des cadeaux. Il dit que nous avons perdu la capacité de donner véritablement. Maintenant, nous calculons la valeur du cadeau, attendons une réciprocité ou offrons des cadeaux standardisés. Le cadeau n'est plus une surprise du sujet, mais une obligation sociale. Adorno nous invite à examiner les détails microscopiques de notre vie quotidienne. Dans la façon dont nous fermons une porte, dans la façon dont nous saluons, là se cache la vérité de notre époque. Nous n'avons pas besoin de regarder seulement les grandes lois, mais les petits gestes. Il est fascinant de voir comment il a prédit la culture de la célébrité. Il a vu que les stars de cinéma ne sont pas de vraies personnes pour le public, mais des récipients vides où nous projetons nos rêves. Ce sont des dieux de plastique qui nous apprennent comment nous comporter, comment nous habiller et ce que nous devons désirer. La critique d'Adorno envers la télévision est dévastatrice. Il la voyait comme une machine qui introduit l'idéologie dominante directement dans le salon. Elle transforme la réalité en un spectacle et nous rend spectateurs de notre propre décadence. Mais revenons à l'idée de la liberté. Adorno croyait que dans la société administrée, la liberté est une illusion. Nous croyons que nous sommes libres parce que nous pouvons choisir entre 50 chaînes de télévision, mais nous ne sommes pas libres de changer la structure qui décide de ce qui est diffusé. Cette vision peut sembler paralysante. Si tout est contrôlé, si la raison est domination et la culture est industrie, que nous reste-t-il? Il nous reste la pensée critique, il nous reste la capacité de résistance intellectuelle, la bouteille jetée à la mer, comme il décrivait sa propre œuvre. Adorno est mort en 1969 au milieu des révoltes étudiantes. Ironiquement, il a eu des conflits avec les étudiants qui voulaient l'action directe. Adorno se méfiait de l'activisme qui ne pensait pas avant d'agir. Il craignait que le mouvement étudiant ne répète des dogmatismes. Un incident célèbre fut quand des étudiantes ont interrompu son cours en montrant leurs seins comme protestation. Adorno, le grand théoricien de la libération, s'est senti humilié et a quitté la salle. Cela montre le fossé entre sa théorie rigoureuse et la pratique politique de rue. Cependant, son héritage est immense. Aujourd'hui, à l'ère des algorithmes, des réseaux sociaux et des fausses nouvelles, Adorno est plus pertinent que jamais. L'industrie culturelle a évolué vers l'industrie de la donnée. Nous ne nous contentons plus de consommer des médias, les médias nous consomment. Pensons à comment les algorithmes de recommandation façonnent nos goûts. Ils nous suggèrent quoi regarder, quoi écouter et quoi acheter en se basant sur ce que nous avons déjà fait. C'est le cauchemar d'Adorno devenu réalité. L'enfermement parfait dans ce que nous connaissons déjà, sans possibilité de surprise. La promesse d'Internet était la démocratisation totale. Mais Adorno aurait vu rapidement comment il est devenu un espace colonisé par de grandes corporations, la surveillance et la standardisation. La liberté numérique n'est souvent que la liberté de cliquer là où on nous dit. Adorno nous enseigne à nous méfier de la facilité. Si quelque chose semble trop confortable, trop évident, nous devons nous méfier. La vérité est souvent inconfortable. Elle demande de l'effort. Elle demande d'aller à contre-courant de ce que la société nous crie de penser. Sa défense de l'autonomie individuelle est vitale. Dans un monde qui nous pousse à faire partie du troupeau, à suivre les tendances, à avoir les mêmes opinions que notre groupe, revendiquer sa propre pensée est un acte révolutionnaire. Mais attention, pas l'individualisme narcissique des selfies, mais l'individu capable de réfléchir sur sa propre condition, capable de critiquer sa propre société par amour pour ce qu'elle pourrait devenir. Adorno ne nous offre pas de solutions pratiques. Il ne nous donne pas un manuel en 10 étapes pour être libre. Et cela frustre beaucoup de monde. Mais son refus de donner des solutions faciles fait partie de son intégrité. Donner une recette reviendrait à tomber dans la même raison instrumentale qu'il critique. Il nous offre des outils, des lentilles pour voir le monde. Il nous donne le vocabulaire pour nommer notre insatisfaction. Lorsque nous sentons que quelque chose ne va pas dans la culture pop, lorsque nous sentons que la politique est un spectacle, Adorno est là, approuvant. La philosophie, pour lui, est la mémoire de ce qui aurait pu être. C'est maintenir vivante la promesse de bonheur que le monde actuel trahit constamment. C'est rappeler que les choses n'ont pas à être ainsi, même si tout nous dit que c'est inévitable. Alors, comment lisons-nous Adorno aujourd'hui?
non comme un prophète de l'Apocalypse, mais comme un médecin légiste de la culture. Il examine le cadavre de la société bourgeoise pour comprendre la cause du décès, avec l'espoir que peut-être, seulement peut-être, nous pourrons la faire revivre sous une autre forme. Son insistance sur la souffrance est essentielle. Nous devons laisser la souffrance s'exprimer. Dans une société qui nous oblige à être positifs, à sourire, à dire que nous allons bien, donner voix à la douleur réelle est la première condition de la vérité. L'éducation pour Adorno avait un objectif principal, qu'Auschwitz ne se répète pas. Telle est la finalité de toute pédagogie et politique. Et pour cela, nous avons besoin de citoyens qui ne soient pas des rouages aveugles, mais des sujets conscients, capables de dire non à l'autorité illégitime. Adorno est difficile, oui. Il est dense, oui, mais il vaut l'effort. Dans un monde de tweets et de vidéos de 15 secondes, lire Adorno est un acte de résistance temporelle. C'est réclamer son droit à la profondeur, à la lenteur et à la complexité. Nous avons parcouru de la mythologie grecque à l'industrie du cinéma, des camps de concentration à la musique atonale. Le voyage avec Adorno est un voyage à travers les ombres des lumières, mais c'est dans ces ombres que nous pouvons trouver la lumière la plus réelle. La prochaine fois que vous verrez un film à succès, que vous écouterez le dernier tube viral ou que vous sentirez que la technologie décide pour vous, rappelez-vous ce vieux professeur allemand. Demandez-vous « est-ce ce que je veux ?» ou « est-ce ce qu'on m'a dit de vouloir ?» La pensée critique est le frein d'urgence dans le train du progrès aveugle. Adorno nous invite à tirer ce frein, à nous arrêter, à regarder le paysage et voir si nous nous dirigeons vers une destination qui en vaut la peine ou simplement vers l'abîme. Nous n'avons pas à être d'accord avec tout ce qu'il a dit. Son élitisme peut être irritant, son pessimisme épuisant, mais son diagnostic sur l'instrumentalisation de la raison et la mercantilisation de la vie reste un outil indispensable pour naviguer au XXIe siècle. La véritable liberté intellectuelle commence lorsque nous prenons conscience des barreaux de notre cellule invisible. Adorno nous aide à voir ces barreaux. Le reste, la tentative d'évasion dépend de nous. Si cette analyse vous a semblé intense, c'est qu'Adorno l'est. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à réveiller. Et se réveiller est souvent un processus brutal et désagréable, mais nécessaire pour cesser de rêver le rêve que d'autres ont conçu pour nous. Je tiens à vous remercier de m'avoir accompagné dans cette descente aux profondeurs de la théorie critique. Je sais que ce n'est pas un contenu léger, mais je crois fermement que c'est un contenu vital. Merci d'avoir dédié votre temps et votre attention, les ressources les plus précieuses que vous ayez. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle vous a provoqué un doute ou même un désaccord, alors elle a rempli sa fonction. La dialectique continue dans les commentaires. Abonnez-vous pour continuer à questionner la réalité ensemble. À la prochaine